Dans cette partie, vous disposerez d'un état des lieux de la dégradation des terres en Afrique. Après avoir fait le point sur le phénomène de désertification et les menaces que celle-ci représente pour l'environnement, vous pourrez identifier les différents aspects de la détérioration des sols, puis les bouleversements climatiques en cours. Pour terminer, vous découvrirez les difficultés que rencontre une commune béninoise dans le contexte du dérèglement climatique. La désertification et la dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides, zones dans lesquelles l'aridité présente moins de gravité. Elle résulte des variations climatiques et des activités humaines. Elle rend souvent les terres concernées impropres à la culture. Parmi les causes de la désertification, il y a d'une part des phénomènes de sécheresse prolongée et d'autre part des modes d'exploitation inadéquats des ressources naturelles qui conduisent à leur surexploitation, exacerbent leur fragilité et peuvent provoquer des situations irréversibles. À cela s'ajoutent les effets des changements climatiques. La désertification induit une baisse des rendements des cultures et de l'élevage, accroît aussi la vulnérabilité des populations qui dépendent de ces ressources pour leur alimentation et leurs revenus. De plus, elle augmente le risque d'exode vers les villes ou d'autres régions mieux dotées, ce qui accentue la pression sur les ressources. D'après l'ONU Environnement, 750 000 km², soit l'équivalent de 1,7 fois la superficie du Maroc, sont touchés par la désertification en Afrique. Le continent africain représente à lui tout seul plus de la moitié des terres sévèrement touchées et près de la moitié des habitants du monde menacés. Dans le Sahel, par exemple, on a une bande très aride de 5500 km de long au sud du Sahara. On estime qu'on ne peut rien y cultiver s'il tombe moins de 300 mm de pluie par an. Cette limite des 300 mm s'est déplacée de 200 km plus au sud au cours des dernières décennies. Cela signifie que le désert a avancé sur une bande de 200 km de large sur 5500 km de long. Les populations qui vivaient sur ces territoires ont évidemment migré plus au sud. Dans la bande limite, celle des 300 mm de pluie, la population a donc fortement augmenté, en raison de la natalité locale et de l'immigration des populations qui vivaient plus au nord. La situation écologique de cette région est donc devenue critique. De plus, cette région connaît des problèmes d'insécurité en raison des groupes terroristes qui y sévissent. Le développement des troupeaux a provoqué un surpâturage qui a empêché la reproduction de la végétation. Une partie des arbres ont été coupés pour servir de combustible pour la cuisine. Au cours des dernières décennies, la croissance démographique dans les pays du Maghreb a été forte. Cette augmentation a été à l'origine d'une agriculture plus intensive, dont le but était de fournir suffisamment de produits alimentaires pour nourrir la population. Pendant cette période, dans l'ensemble de la région, on a observé des phénomènes climatiques nouveaux, de fréquentes périodes de sécheresse et des périodes de pluie courtes mais intenses. Ces phénomènes ont contribué à la détérioration des sols. Pour faire face aux besoins en alimentation, les agriculteurs ont modifié leurs pratiques. Réduction de la polyculture, baisse de l'apport d'engrais, moindre recours à la pratique de la jachère. Ces méthodes, associées aux modifications météorologiques, ont contribué à la dégradation des sols, érosion, baisse de la fertilité, ce qui a finalement fait baisser les rendements agricoles. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification définit ainsi la dégradation des terres. La réduction et la perte de la capacité de production organique ou économique des terres à produire.
Partout dans le monde, les sols se dégradent. On constate des phénomènes d'encroûtement, de compactage et de pulvérisation dans les régions qui subissent beaucoup de sécheresse. Ainsi, la capacité des sols à absorber et à retenir l'eau est-elle réduite. De plus, l'aridification due au ruissellement et à l'évaporation conduit à une réduction des matières organiques contenues dans le sol. Ainsi, la fertilité et la biodiversité diminuent et les risques phytosanitaires augmentent. La dégradation des terres est un problème qui touche l'ensemble des régions et pas uniquement les zones arides et les pays en développement. Un tiers environ des surfaces agricoles sont fortement ou modérément dégradées. En raison de la pauvreté du sol en eau, les régions arides sont plus sensibles aux destructions d'origine naturelle ou humaine. Il s'ensuit une perte de biodiversité et de services écosystémiques terrestres. Le schéma donne des indications sur le niveau de dégradation. 25% des terres sont très dégradées. 8% sont modérément dégradées. 36% sont légèrement ou modérément dégradées. En revanche, 10% sont en cours de régénération. On estime que sur les 494 millions d'hectares de terre en Afrique subsaharienne qui sont touchés par la dégradation des sols, 46% sont affectés par l'érosion hydrique, 38% par l'érosion éolienne, 12% par la dégradation chimique et 4% par la dégradation physique. La dégradation des terres affecte la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau potable. Elle accroît aussi la vulnérabilité des populations et des écosystèmes au changement climatique. On estime que 3 milliards de personnes dans le monde sont affectées à un degré ou à un autre par la dégradation des terres. Quant aux pertes économiques dues à la dégradation des terres et à la déforestation, elles représenteraient entre 3,3 et 7,4% du produit intérieur brut mondial. La lutte contre la dégradation des terres devient un enjeu capital dans un contexte de croissance démographique et d'évolution des besoins alimentaires, avec l'augmentation de la consommation de produits carnés par exemple. Des pratiques agricoles inappropriées accentuent le phénomène d'érosion des terres, ce qui induit une baisse des rendements. À cela s'ajoute la diminution des surfaces disponibles par actif, compensée par une augmentation de l'emploi d'intrants chimiques. De plus, ces mauvaises pratiques sont source d'émissions de gaz à effet de serre, responsables d'environ 12% des émissions anthropiques de GES et même de 24% si l'on inclut les émissions liées au changement d'utilisation des terres. Pourtant, l'adoption d'une politique de gestion durable des terres serait d'un coût assez modeste. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'adoption de pratiques qui visent la réduction de la dégradation des terres est estimée à $20 par hectare. Avec le réchauffement climatique actuel, on assiste à une augmentation de la température des mers tropicales. Or, celles-ci agissent sur la puissance des cyclones. Si des phénomènes météorologiques extrêmes sévissent depuis toujours dans les zones tropicales, ils sont de plus en plus intenses. Ces phénomènes extrêmes, vents violents lors du passage des cyclones par exemple, conduisent à la destruction des cultures. Les dégâts ont souvent des effets non seulement sur la récolte de la saison, mais aussi à plus long terme. Il en est ainsi quand des arbres ont été cassés ou déracinés. Des inondations peuvent provoquer la destruction de digues, ce qui mène à la perte des cultures situées au-delà. Ces inondations peuvent se produire sur le littoral ainsi que sur les rives des fleuves. Les scientifiques s'accordent pour dire qu'à plus long terme, les épisodes météorologiques africains
seront de plus en plus variables et violents. Les épisodes secs risquent de devenir plus fréquents et plus longs. Les épisodes pluvieux, multiples, plus violents et plus agressifs. Les conséquences, une baisse de la biodiversité végétale et animale provoquée par la sécheresse, la mise en suspension des particules fines des sols, qui peut atteindre les hautes couches de l'atmosphère, ce qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre, la dénudation des sols, qui réduit la capacité à stocker l'eau et à recharger les nappes phréatiques, et des anciens cours d'eau permanents qui sont devenus intermittents, ou bien des lacs naturels qui se rétrécissent, tels que le lac Tchad. Un rapport de 2019 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, indique que si les précipitations se font plus intenses à l'avenir, le risque d'érosion des sols sur les terres cultivées augmentera. Une gestion durable des terres nous permettra de protéger les populations des effets néfastes de cette érosion et des glissements de terrain. Mais les mesures que nous prendrons resteront de portée limitée et, dans certains cas, la dégradation pourrait s'avérer irréversible. Toujours selon le GIEC, les sols jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Car l'agriculture, la foresterie et d'autres types d'utilisation des terres représentent 23% de nos émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, les processus terrestres naturels absorbent une quantité de dioxyde de carbone équivalent presque au tiers des émissions dues aux combustibles fossiles et à l'industrie. Une gestion durable des sols permettrait à la fois d'assurer un niveau de production agricole satisfaisant et de faire face au changement climatique. Les terres déjà exploitées à ce jour pourraient subvenir aux besoins de la planète dans un environnement climatique en pleine évolution et fournir de la biomasse pour les énergies renouvelables. Mais il convient de prendre des mesures rapides et de grande envergure dans plusieurs domaines. Des pratiques responsables permettraient aussi de restaurer les écosystèmes et de préserver la biodiversité. De toutes ces remarques, il convient de conclure qu'il est urgent pour les pays africains, qui sont parmi les plus vulnérables en ce qui concerne les effets des changements climatiques, d'intervenir pour limiter la dégradation des sols et mettre en œuvre les techniques les plus appropriées à chaque pays afin de faire face aux besoins alimentaires de sa population. Intéressons-nous au cas de la commune de Kandji, située au nord du Bénin, dans la préfecture du département de l'Alibori. Kandji compte un peu plus de 180 000 habitants. Son climat est de type soudano-guinéen, marqué par une saison des pluies qui s'étend de mai à octobre et une saison sèche de novembre à juin. Bien que les sols furugineux tropicaux soient déficitaires en potassium, en phosphore et en azote, ils ont une bonne vocation agricole pour les céréales et les tubercules cultivés en milieu tropical. Les plaines en particulier se prêtent très bien à l'agriculture. On y cultive des produits vivriers tels que l'igname, le sorgho et le maïs, ainsi que des cultures de rente, coton, arachide et riz. On y pratique aussi l'élevage de bovins, ovins et caprins. Cependant, les terres de Kandji connaissent le même état de dégradation que les terres de l'ensemble du pays. En effet, 90% des terres agricoles du Bénin ont un niveau de fertilité faible et 16 à 20% sont confrontés à l'érosion hydrique. Une étude a été conduite dans la commune pour évaluer les effets du dérèglement climatique sur la baisse des rendements agricoles du maïs, du manioc et du sorgho. Le diagnostic climatique confirme que la longueur de la saison des pluies, potentiellement utile, se réduit depuis les années 1972. À l'horizon 2050, les résultats révèlent un déséquilibre du rendement de 3 cultures, maïs, manioc et sorgho,
sous l'influence du dérèglement climatique. La dégradation continue des sols représente une préoccupation majeure pour les petits agriculteurs qui dépendent étroitement de la terre pour leur subsistance. Les extrêmes pluviométriques s'accroissent. La longueur de la saison agricole se réduit. À Candie, les acteurs du secteur agricole sont dans l'incertitude quant à la production des années à venir. La forte croissance démographique contribue à une surexploitation des terres. De plus, on assiste à une dégradation chimique et biologique des sols qui s'explique par de mauvaises pratiques agricoles et sylvicoles. Déforestation, traitement phytosanitaire, mauvaise gestion de l'irrigation. Enfin, on assiste à des phénomènes climatiques extrêmes avec des températures généralement élevées et de faibles précipitations sur les terres arides, ce qui induit une production médiocre de matières organiques et une oxydation rapide. À Candie, où l'on pratique une agriculture pluviale, on prévoit une baisse sensible des rendements de certaines cultures. Les céréales comme le sorgho et le maïs sont menacées durant toute leur phase de croissance par des mauvaises herbes. Le stress hydrique est de plus en plus important, ce qui provoque une maturation précoce. À cela s'ajoute une faible transpiration de la culture en pleine phase de croissance et une diminution rapide de la rétention d'eau utile du sol dans les années à venir. Le maïs et le manioc sont les cultures les plus sensibles à la pluviométrie. Le manioc est positivement sensible à l'évolution des pluies, alors que le maïs est négativement sensible aux extrêmes pluviométriques. Quant au sorgho, il connaîtra peu de sensibilité à l'évolution des pluies dans les années à venir. Les productivités du maïs et du sorgho seront sans doute les plus affectées en raison de leur forte sensibilité au stress d'évaporation. Ces deux cultures sont particulièrement sensibles aux émissions de CO2, qui pourraient avoir des effets indirects sur le rendement final. La variabilité des saisons agricoles est déterminante quant au comportement des cultures en fonction des pluies. Les différentes périodes de semis correspondent à des phases du cycle de vie de chaque culture, qui méritent une attention particulière aux besoins en eau pluviale. Lors des années à venir, on prévoit une saison agricole plus brève, ce qui obligerait à modifier le calendrier agricole pour minimiser les risques liés à la sécheresse et à la dégradation des terres. Pour compléter ces informations, vous disposez de ressources supplémentaires. Pour y accéder, utilisez le lien affiché sur cet écran.